cette semaine du point sur l'actualité aux côtés de M. Chelou Lawson. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes le président du mouvement pour un Togo nouveau, le coordinateur de la diaspora togolaise. Vous êtes analyste politique, économiste, entre autres leader du projet panafricaniste Pyramide. Bonsoir à vous, Chelou Lawson. Bonsoir mon cher et ami Nguéné. Merci pour votre invitation. Je salue tout le plateau. Je salue également tous vos techniciens et l'équipe de For You Media, tous les panafricains qui sont branchés à l'actualité. Je leur envoie mes très chères salutations. Je n'oublie pas les Togolais qui sont branchés également à cette émission, réclamant toujours la libération de tous les prisonniers politiques togolais et surtout la fin de ce régime kakistocratique qui depuis 60 ans transforme le Togo en une prison à ciel ouvert. Et le dernier coup vient d'être porté au cercueil qui vient d'arracher aux Togolais, n'est-ce pas, le droit de choisir, le droit constitutionnel, le droit inaliénable de choisir par le suffrage universel leurs dirigeants. Nous sommes dans une situation complètement fou, ubuesque, mais nous pensons avec la mobilisation de tous les panafricains que nous allons mettre fin à ce régime d'un autre siècle. Merci pour votre invitation. Merci à vous, M. Chelou Lawson. Aux côtés de Patient Parfait d'Homme, vous êtes le consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous, doyen. Bonsoir, Baudelaire Nguéné, le prince de Matombe, c'est du côté du Cameroun. Bonsoir à mon ami et cher frère Chelou Lawson. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec lui. Mais c'est toujours avec beaucoup de peine que je l'entends égrener chaque fois que nous sommes sur ce plateau, le nombre de cas de violence et de viol, n'est-ce pas, des droits de l'homme dans son pays, surtout ces arrestations arbitraires, ces incarcérations de jeunes Togolais qui ne demandent rien d'autre que l'amélioration de leurs conditions de vie sans même la moindre manifestation publique. Le simple fait qu'ils puissent l'exprimer, même à travers les réseaux sociaux, leur coûte souvent la case prison, ce qui est totalement inacceptable pour un pays qui se dit démocratique, pour un pays qui se dit soucieux de la protection des droits humains et des droits de l'homme. Je crois que c'est une situation qui ne doit pas laisser indifférent la plupart des militants panafricains quand dans nos développements on trouve souvent des situations, je ne sais pas, de bonne foi, de coopération, de responsabilité du Togo, de ce Togo des Yadema, parce que soi-disant ils auraient ouvert leurs frontières au pays de l'AES. Il faut quand même qu'on fasse attention sur le comportement de certains de nos dirigeants qui profitent de cette situation-là pour continuer, n'est-ce pas, d'embobiner les opinions africaines, sachant peut-être pertinemment qu'ils sont de vraies démocratures, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonsoir à nos techniciens et merci pour le formidable travail qu'ils abattent, à nos centaines de millions de téléspectateurs, de téléauditeurs, sans oublier la grande galaxie panafricaine et un pincement de cœur vraiment pour le peuple togolais aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Nous parlerons du président déchu Mohamed Bazoum, dont l'immunité a officiellement été levée sur le 14 juin 2024 par notamment la Cour d'État de Niamey. Nous aurons l'occasion de revenir. Mais difficile pour l'heure, M. Chelou Lawson, d'évoquer le cas du Niger, sans toutefois parler justement de ces 3 Nigériens arrêtés du côté du Bénin pour s'être introduits notamment frauduleusement sur le site du pape Laït Sebek Poti et qui ont officiellement été mis sous mandat de dépôt. C'est d'ailleurs ce qui ressort de leur passage devant le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'était précisément ce jeudi 13 juin 2024. Parmi d'ailleurs les mises en cause, on le rappelle, figure la directrice adjointe, bien sûr, du groupe WAPCO Niger, aux côtés, bien sûr, de 2 de ses collaborateurs. Leur procès entrant dans le cadre, bien sûr, de cette affaire est prévu pour ce lundi 17 juin 2024. Votre commentaire sur l'arrestation officielle donc des 3 des 5 Nigériens interpellés jusqu'ici, mais surtout autour de leur mise sous mandat de dépôt. La situation au Bénin est de plus en plus
je dirais, regrettable, rocambolesque, parce que ça n'obéit pas à aucune logique, ni logique politique, ni logique économique. On voit tout simplement un talent qui, normalement, est issu, c'est un président qui est issu du monde des affaires, qui comprend la logique du monde des affaires, mais qui est en train de tout simplement prendre des décisions complètement à l'emporte-pièce et qui remet en cause ce que nous savons de lui et qui, quelque part, met en colère non seulement le peuple béninois, mais tous les Africains de l'Afrique de l'Ouest. On ne comprend pas pourquoi Talon reste cet instrument dans les mains de la coloniale française et qu'on manipule contre les intérêts de son propre pays. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un contrat, d'un grand projet de gazoduc, de l'ODIC, qui permet au Niger, n'est-ce pas, de pouvoir transporter son pétrole jusqu'au port de Sémé au Bénin. Et c'est un projet qui a été construit par un accord tripartite entre la Chine, le Niger et le Bénin. Alors, c'est un projet d'un investissement important. On estime plus de 3,5 milliards l'investissement pour la construction de ce gazoduc. L'exploration de pétrole est estimée à peu près à 4 milliards. Donc, c'est beaucoup d'investissements sur ce projet. Et les accords qui ont gouverné, n'est-ce pas, la mise en place du cadre législatif, du cadre légal de ce projet, n'a pas prévu des situations politiques qui devraient intervenir jusqu'à ce qu'on puisse bloquer ce projet. Donc, de ce point de vue, M. Talon joue complètement sa crédibilité. Et ça fait en sorte que le Bénin ne sera plus un pays crédible. Au-delà du Bénin, c'est tous les pays africains. Parce que quand les investissements d'infrastructures de grande importance que la Chine fait sur le continent, on ne peut pas, pour des raisons de manipulation ou d'intérêt de la France, remettre ça en cause et pénaliser son propre économie. Donc l'arrestation de ces ingénieurs ou de ces spécialistes pétrolifères nigériens ne répond à aucune logique. C'est une violation du contrat, c'est une décision complètement incongrue et qui aujourd'hui met en difficulté, je dirais, non seulement l'économie du Bénin, mais aussi la crédibilité du président Talon. Vous savez, le Bénin, en fait, prend des décisions qui, me semble-t-il, vont à l'encontre de toute la logique économique. Le port du Bénin fait un chiffre à peu près de 300 milliards annuellement et la plupart, 80% de ces recettes-là sont générées par l'activité de transit, n'est-ce pas, du Niger. Donc, les grands pays qui financent le port du Bénin, qui génèrent l'activité, c'est le Niger, le Burkina et le Mali. Donc, on ne comprend pas la démarche du président Talon de se faire harakiri et d'aller contre, n'est-ce pas, cette manne financière qui fait en sorte que les ressources budgétisées au niveau du budget béninois sont aujourd'hui en difficulté. Le gazoduc ramène au Bénin sur chaque baril de pétrole 0,8 $. Sur chaque baril prélevé. Donc on estime la quantité de barils à 90 000 barils aujourd'hui et qui va monter à 110 à 300 000 à haute capacité dans les prochaines années. Donc tout cet argent-là est perdu. C'est 2000 emplois directs et indirects qui sont perdus. Donc la démarche est complètement ubuesque. On sait que le Bénin réclame l'ouverture des frontières, mais au même moment, la position des autorités nigériennes, est-ce que le Bénin ne peut pas servir de base arrière pour attaquer, n'est-ce pas, ou pour mettre en cause
la sécurité de l'État nigérien. Donc c'est la France en réalité qui est derrière ce jeu. C'est les Américains qui veulent utiliser le Bénin pour mettre fin à ce grand projet, n'est-ce pas, d'industrialisation du Niger, et donc partant de la RES, et il passe par le vassal, le valet Talon, pour pouvoir créer cette zizanie. Il me semble que le peuple béninois est très mécontent sur la question et se mobilise en tout cas, et on verra que ça va générer des problèmes sociaux, des problèmes politiques. On ne peut pas accepter qu'un président se fasse quelque part, n'est-ce pas, le valet local de l'Occident pour créer la zizanie, la guerre, la violence dans son pays et aller à l'encontre de l'économie de son pays. Donc on estime que cette situation va se débloquer dans la prochaine période, surtout avec la mobilisation du peuple béninois. Merci à vous, M. Chédou Lawson. Je pense que nous aurons l'occasion d'en parler, forcément, dans nos prochaines sessions d'information, mais également d'émission. C'était juste pour planter le décor autour, justement, de cette thématique, la principale de la soirée, l'immunité du président déchu Mohamed Bazoum, officiellement levé ce jour même par la Cour d'État du Niger. On rappelle bien sûr que l'ancien président du Niger est donc accusé, entre autres, d'atteinte à la sûreté de l'État. Il est également accusé de financement du terrorisme, ceci au lendemain, bien sûr, de l'arrivée, entre autres, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. On se souvient de cette fameuse date, celle du 26 juillet 2023. Mais que doit-on savoir autour justement de cette affaire qui est bien loin d'avoir livré tous ses secrets? Prenons tout d'abord cet élément de la rédaction centrale de For You Media qui plante le décor. Son destin avait basculé le 26 juillet 2023, mais les choses ne semblent pas s'arranger pour Mohamed Bazoum, désormais de président de la République de Niger, ajusticiable. Après 2 reports, la Cour d'État du Niger a levé ce 14 juin l'immunité du président déchu, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires contre l'ancien chef d'État, accusé de trahison, de complot contre la sûreté de l'État et d'apologie et financement du terrorisme. Il est notamment reproché à Mohamed Bazoum d'avoir échangé avec le président français Emmanuel Macron et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour qu'il l'appuie pour une intervention militaire après les événements du 26 juillet 2023. Un contexte qui a tout de suite fait réagir le collectif d'avocats internationaux de l'ancien président, qui dans un communiqué dénonce une caution de la gouvernance actuelle mise en place par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Aussi, le communiqué fait référence aux actions précédentes entreprises par le collectif des avocats, y compris le recours devant la Cour de justice de la CEDEAO et le dépôt d'une plainte auprès du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire de Mohamed Bazoum. Med Reed Brandy, avocat membre du collectif, souligne que les actions internationales se poursuivront jusqu'à ce que Mohamed Bazoum et son épouse soient libérés. Alors, quelle perception faites-vous, patient parfum d'homme, de la levée de l'immunité du président déchu Mohamed Bazoum? On le rappelle jusqu'ici, qui perd donc officiellement son immunité, lui qui passe, on a l'impression d'un statut de chef d'État, voire d'ancien chef d'État, à justiciable, poursuivi notamment, ou du moins accusé de trahison, de complot contre la sûreté de l'État, mais également d'apologie, voire de financement du terrorisme. D'abord, je ne pense pas être le seul. Certainement, beaucoup d'Africains avec moi seront un peu étonnés de constater que M. Bazoum bénéficiait encore de cette fameuse immunité en tant qu'ancien chef d'État, au vu de la gravité de la situation qui se vit actuellement au niveau du Niger. Du 26 juillet 2023 au 14 juin 2024. Voilà. Près d'un an. Près d'un an. Près d'un an, il a conservé son immunité de chef d'État, ou du moins d'ancien chef d'État. Donc la question qu'on peut valablement se poser, mais cela est dû à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Bazoum soit complètement hors de portée de la justice de son pays, au vu des accusations graves qui sont portées contre lui? Alors c'est à ce moment que, excusez-moi, je commence à me poser la question s'ils ne sont pas en plein dans un feuilleton
politico-judiciaire, mais un peu mafieuse aussi, de la gestion de cette affaire-là. Et curieusement, cette levée de cette immunité arrive au moment où il y a quand même des tensions entre le Bénin et le Niger sur la question du pipeline. En fait, du pétrole. Oui. Or, nous savons que les signatures de cet accord entre les Chinois, les Nigériens et les Béninois pour ce transit de ce pétrole se sont opérés au moment où Issoufou pratiquement était encore aux affaires et il a dû léguer ce dossier à son successeur. Son successeur, son ainsi. Oui, mais le mot est fort comme successeur. On sait ce qu'il est. Représente, je peux dire, Fuyeux, M. Bazoum. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité dans cette affaire de cette gestion du pétrole? Tout à l'heure, Cheikh a fait une très belle démonstration pour montrer les conséquences pour les populations béninoises et pour la crédibilité dans les affaires du Bénin demain et après-demain. Mais nous avons aussi l'impression qu'il y a eu des non-dits en termes de sous-contrats officieux dans l'exploitation de ce pétrole. Et que cette situation est l'une des raisons aussi qui ont amené les autorités nigériennes à mettre fin, n'est-ce pas, au régime de Bazoum, qui était en complicité avec ceux qui avaient de manière mafieuse, n'est-ce pas, organisé cet espace de sous-commission dans les sous-commissions qui ne disent pas leur nom en ce qui concerne l'exploitation de ce pétrole. Et je crois que le temps à venir, les années à venir, avec les femmes limiers, les investigateurs comme vous, M. Nguéné, vont nous donner la clarté dans cette affaire-là. Parce que cette affaire, de plus en plus, apparaît comme une espèce de nébuleuse. Parce que, dis donc... Faut-il faire un lien aujourd'hui entre les deux affaires, la levée de l'immunité du président déchu Mohamed Bazoum et les tensions existantes entre le Bénin et le Niger? Je crois sincèrement qu'il y a un lien. Il y a un lien. Et ça serait lequel? De causalité. Mais attendez, vous ne voulez pas coopérer de manière correcte parce que vous voulez continuer à préserver les intérêts, n'est-ce pas, sous-jacents à une espèce d'avenant mafieux à ce fameux contrat qui vous profiterait à fond. Alors nous aussi, nous allons davantage mettre de la pression sur ceux qui étaient au cœur. C'est un coup de pression pour vous, de la part de Niamey à son tour. Tant que je n'ai pas encore la clarté de tout cela, je me dis, le timing là, prête à diriger ma réflexion, mon analyse vers n'est-ce pas, ce grand nuage noir qui enveloppe, n'est-ce pas, l'exploitation de ce pétrole nigérien et donc certainement les complices, les complicités, je ne sais pas, les ramifications en termes de métastases sont très éloignées. Ni les Chinois qui sont au cœur de cette affaire-là, je ne leur donne pas un chèque en blanc en termes de moralité, d'honnêteté dans l'exploitation de ce pétrole. Ni justement les deux hégémons qui étaient au pouvoir à l'époque, du côté nigérien et du côté béninois, donc M. Talon. Donc peut-être que les gens se sont arrangés pour avoir, n'est-ce pas, des rétrocommissions de manière permanente dans cette affaire-là. Et c'est ça qui peut justifier l'ire de M. Talon qui constate que le Niger veut sortir de cette opacité pour clarifier le jeu et donner la possibilité à son peuple de maximaliser, n'est-ce pas, les bénéfices des retombées de cette exploitation. Sinon, que sont allés chercher ces experts nigériens là, au niveau de Bénin? Que sont-ils allés chercher au fait? Quelle est l'information qui les a préoccupés autant peut-être au point de ne pas comment on dit ça, évoluer en fonction de
de tout ce qu'il fallait avoir comme accréditation. Au point de se soustraire. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que en termes d'agents de renseignement dans ce domaine-là, ils sont allés vérifier quelque chose de critique, et c'est pour cela que du côté du Bénin, n'est-ce pas, le président Talon est dans tous ses états, parce qu'il se rend bien compte qu'on a failli mettre à nu, à la disposition du grand public, une grosse mafia qui a été organisée entre le régime sortant, lui, et certainement, j'ai dit certainement, l'opérateur chinois, on connaît comment ça se passe dans le domaine du pétrole, qui ont certainement accordé des concessions aux uns aux autres, pour que, en réalité, lui, in fine, à la fin, lui, son projet puisse aboutir et qu'il continue d'exploiter ce pétrole-là. Et maintenant, du côté du Niger, on démontre à ce cartel de cette mafia, en fait, quand je parle de mafia, parce qu'elle tourne contre les intérêts de l'Afrique, que nous aussi, nous avons davantage des moyens pour, n'est-ce pas, visser là où ça fait mal, et puis on verra ce que ça va donner plus tard. Donc, pour moi, une fois de plus, je continue de penser qu'on n'a pas tous les éléments. Tous les éléments qui nous permettent, en les appliquant à notre grille d'analyse, d'avoir la clarté, la vérité, n'est-ce pas, dans cette affaire qui de plus en plus ressemble à une véritable thriller, excusez-moi l'expression, mafieux. Et là, une fois de plus, on verra que quand on parle du pétrole comme malédiction pour l'Afrique, voilà l'une des expressions de cette fameuse malédiction, parce que les gens s'arrangent toujours, quand je le dis, je pense par exemple au Gabon de Bongo, ils s'arrangent toujours à avoir des rétrocommissions permanemment de cette exploitation au détriment des peuples dont cette ressource de manière légitime leur revient, et qu'ils vont se retrouver souvent avec vraiment l'équivalent d'une miche de pain par rapport à ce grand business qui aurait dû normalement profiter largement à ce peuple-là. Ce lien établi donc par vous, patient parfaitement de temps, bien sûr d'autres éléments d'enquête qui viendraient éventuellement nous prouver le contraire. Nous espérons. Vous semblez donc convaincu justement par cette démarche. Est-ce qu'Omar Amadou Issoufou nous a rejoint? Vous réagissez, je rappelle, en direct du Caire. Vous êtes nigérien. Est-ce que vous êtes là, Omar? Bonsoir à vous. Non, nous aurons l'occasion de le retrouver dans quelques instants seulement, Omar. Alors, M. Chelou Lawson, du 26 juillet 2023 au 14 juin 2024, pourquoi avoir attendu près d'un an pour qu'on assiste finalement à la levée de cette immunité de l'ancien président, ou du moins le président déchu Mohamed Bazoum? Faut-il nécessairement établir un lien entre les deux situations, c'est-à-dire la levée de cette immunité et le contexte géopolitique, voire géoéconomique tendu actuellement entre Cotonou et Niamey? Monsieur Nguéné, on peut, en toute objectivité, estimer que le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. Dans un État démocratique, et on estime que la justice est un pouvoir qui est indépendant de l'exécutif, et que le Niger retrouve quand même le Niger qu'on accuse de tous les noms d'oiseaux. Eh bien, le Niger pouvait, si on était sous une dictature ou sous une autocratie, eh bien, le président ou sous des régimes violents, le Niger, le président Bazoum aurait pu être exécuté ou jeté en prison. Cette affaire serait déjà, me semble-t-il, déjà traitée. Mais j'ai le sentiment, je peux me tromper, mais qu'on donne toute la latitude à la justice, n'est-ce pas, de faire son travail selon son rythme et son temps, en fonction des éléments du dossier, pour pouvoir constituer, n'est-ce pas, toute la réquisition nécessaire et aussi tous les motifs d'accusation pour pouvoir établir un procès équitable pour le président déchu. Donc, de ce point de vue, on ne peut que d'une certaine manière se féliciter, n'est-ce pas, de cette démarche qui prend son temps. Souvent, la justice est toujours lente. Dans tous les pays, on a le sentiment que la justice ne bouge pas beaucoup.
Mais si on rentre dans les méandres un peu de la complexité du système juridique, et surtout pour gagner un procès, il faut pouvoir bâtir, les Anglais disent your case, il faut bâtir un dossier solide, et vu qu'il s'agit d'un président déchu et qui est soutenu par l'OTAN et qui est un turiféraire, n'est-ce pas, de cette machine de prédation et de violence, n'est-ce pas, d'esclavagisation, de vassalisation des pays africains à travers des chefs d'État, il faut donc se douter et que la finance internationale mettra à la disposition, n'est-ce pas, du président Bazoum les meilleurs avocats, n'est-ce pas, de la nomenclature juridique mondiale. Et si on ne prépare pas bien ce dossier, eh bien, dans la démarche procédurale, ils mettront en difficulté, n'est-ce pas, le procureur ou le parquet nigérien, et les résultats ne seront pas à la hauteur de ce qui est entendu, n'est-ce pas, de l'ensemble du peuple nigérien, du peuple africain. Donc, il me semble que c'est un dossier qui mérite du temps qu'il faut pour pouvoir le préparer. Ceci étant dit, si nous sortons, n'est-ce pas, de l'analyse juridique, on sait que au-delà de la question juridique, c'est un développement politique et que Bazoum est au cœur d'un système. Donc aujourd'hui, c'est la France-Afrique qui est mise en procès. Mettre la France-Afrique en procès, c'est tout un système, n'est-ce pas, capitaliste, tout un système occidentalo, comment on l'appelle, occidentalo, kakistocratique, un mafieux, comme l'a dit tout à l'heure le doyen Parfendom, qui est en procès aujourd'hui. Et donc toutes les tentacules sont tellement imbriquées entre politique, terrorisme, mise en cause, n'est-ce pas, de la sécurité des États, questions économiques, et dans tout cet imbroglio vient se greffer, n'est-ce pas, le pétrole. Et vous savez que là où il y a le pétrole, eh ben, c'est le cœur même de toute la mafiosie, n'est-ce pas, capitalistique. C'est le cœur même c'est le nerf de la guerre, un nerf comme carburant dans l'économie, mais aussi le nerf de la guerre. Et donc, les capitaux en jeu, les forces en jeu sont parfois dépassent, n'est-ce pas, le cadre d'un pays. Donc, c'est une affaire éminemment, je dirais même que c'est un volcan. Et c'est pourquoi le lien que fait le doyen Ndom, c'est un lien tout à fait logique, tout à fait cohérent, parce que on sait comment Bazoum a fait du Niger, n'est-ce pas, je dirais, un genre de prétoire, n'est-ce pas, pour les intérêts occidentaux. Donc le Niger n'a pas appartenu aux Nigériens jusqu'aux événements de juillet 2023 et avec la montée du général Tiani au pouvoir. Et donc, de ce point de vue, c'est absolument lié avec la question du pétrole. Et là où il y a le pétrole, il y a la guerre. Vous voyez, il y a la guerre, il y a les intérêts mafieux, il y a des intérêts importants qui se jouent. Et à partir de là, eh ben, c'est la finance internationale qui est menacée d'une certaine manière. Donc, on comprend tout le dispositif qu'on met autour du président Talon, qui sert tout simplement de cheval de Troie pour pouvoir reprendre la main sur le Niger, sur son uranium, sur son pétrole, sur son gaz. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Heureusement que les autorités nigériennes sont très stratèges, ont le sens de la mesure, savent ce qu'ils font, ont une cohérence dans leurs actions, et étant donné qu'ils sont des militaires, ils ont eu une avance sur les opérations ou les stratégies machiavéliques et machiavéliennes que l'Occident, l'OTAN et la France sont en train de préparer pour pouvoir déjouer tout ça. Mais de toute façon, il me semble aujourd'hui que la question qui est au cœur même de tout ce combat, c'est retour la souveraineté du Niger sur
sur ses ressources naturelles, sur son uranium, sur son pétrole et sur son gaz. Vous savez, le Bénin, aujourd'hui, est un peu utilisé par les Occidentaux comme le chef de la Cinzala, la personne à qui on remet la cravache, n'est-ce pas, pour frapper ses propres frères jusqu'au sang sous les yeux éberlués du blanc esclavagiste. Donc Talon, quand on remonte son histoire, quand on remonte sa famille, on se rend compte que, il a une histoire esclavagiste complètement nauséabonde, absolument hideuse, sur cette implication comme quelqu'un où la famille est impliquée, n'est-ce pas, dans le commerce des esclaves. Donc, si aujourd'hui il reprend un peu, je dirais, les réminiscences de cette attitude, ça trahit justement une certaine histoire, un certain positionnement. Et quand on l'écoute dans son discours ad hominem, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée française ou à Martinique et tout, on se rend compte que Talon est toujours dans cette posture de servir, n'est-ce pas, de manche à la lame occidentale, à la lame prédatrice, violente, pour pouvoir décapiter son propre peuple. Mais il se trompe parce que le Bénin, c'est le pays des Béhanzins, c'est le pays des Amazones, c'est le pays de la résistance à la pénétration française et qui est resté historique. Et donc, de ce point de vue, je pense que le peuple béninois prend toute l'acuité, n'est-ce pas, de l'enjeu et se mobilise justement à se débarrasser de ce président dans les prochains mois, dans la prochaine année. De ce point de vue, il y a quand même à rassurer. Ce qui me désole en tant qu'économiste, c'est que le potentiel d'industrialisation du Sahel, le fait que les pays du Sahel décident aujourd'hui de s'inscrire dans une logique souverainiste, dans une logique de contrôle de leurs ressources, de transformer le Sahel en Eldorado comme les pays du Golfe l'ont fait après la découverte du pétrole en 1975, cela offre tellement d'opportunités pour les pays côtiers en termes donc de plus-value, de valeur ajoutée, en telle enseigne que c'est toute la zone qui va être complètement transformée. Mais ils ne le voient pas, ils préfèrent toujours jouer ce jeu de zozo avec les intérêts des Occidentaux. L'autre élément qui fait qu'il faut également souligner, qui fait que les responsables de la compagnie pétrolifère ont été arrêtés, c'est que le Niger est dans une réflexion stratégique qui fait qu'ils sont en train de trouver d'autres moyens pour pouvoir acheminer leur pétrole et complètement ne plus utiliser, en tout cas dans les années à venir, avec toutes les incertitudes politiques, le port de Sémé au Bénin. Et donc d'autres tracés, que ce soit par le Tchad, même il est envisagé le port de Kribi au Cameroun, d'autres tracés sont envisageables pour permettre justement au pétrole nigérien, qui aujourd'hui à 90 000 barils par jour, on s'attend ce qu'il monte rapidement à 110 et même à 300 000. Donc il fera du Niger un grand pays producteur du pétrole. Au-delà même de l'exploitation, il y a d'autres projets, par exemple la construction de la raffinerie à capacité de plus de 100 000 barils par jour, ou même le complexe pétrochimique pour le raffinage et le stockage, n'est-ce pas, du pétrole nigérien. Donc, le Niger est vraiment dans une cadence, dans une projection stratégique qui transforme complètement la zone. Et là, les Occidentaux, en tout cas la France, n'est pas content de tout ça parce que le Niger ou l'AES est en train de les échapper. Et encore que désormais, la production, n'est-ce pas, la vente des produits d'exportation de première nécessité, les devises que ces pays engrangent ne passent plus par le trésor français. Donc ça fait que le franc CFA est en train de perdre toute sa valeur. Le franc français, en réalité, ce franc nazi de la France,
commence déjà par perdre toute la valeur puisque ces pays-là n'utilisent plus le trésor français pour leur devise étrangère. Donc tout ça crée tout un méli-mélo qui annonce les signes avant-coureurs d'un changement, d'un bouleversement des plaques tectoniques, et on voit les effets au niveau même de la politique intérieure de la France, où on ne sait plus vraiment où la politique française est dans la tête. Donc, problème à l'interne, problème à l'extérieur, et donc de ce point de vue, les Africains l'Afrique doit saisir l'occasion pour se débarrasser définitivement, n'est-ce pas, de la colonialité, de la prédation et de la violence occidentale, en tout cas française. Merci à vous, M. Chilou Lossod, accusé notamment de crimes de trahison par les nouvelles autorités, celles réunies notamment au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, mais également au sein du gouvernement de transition. Le président déchu Mohamed Bazoum, on le rappelle, est donc en résidence surveillée du côté de Niamey depuis les événements du 26 juillet 2023. Après près d'un an, l'avenir de l'ancien président se jouera désormais devant les tribunaux dans le cas spécifique de Mohamed Bazoum au Niger. Les informations indiquent qu'il pourrait éventuellement, patient parfum d'homme, être jugé par un tribunal militaire pour des accusations de haute trahison, complot visant notamment à porter atteinte à la sûreté de l'État, apologie et financement du terrorisme. Alors, vers quoi se dirige-t-on? Vers la condamnation d'un ancien chef d'État, ce qui serait tout de même peut-être inédit, patient parfum d'homme. Quand vous dites que ce serait inédit, moi j'ai envie de rigoler. Au Niger, on a exécuté des chefs d'État. Il y a des coups d'État qui se sont très mal passés. Ils ont été tués. Je pense à Barema et Naïsara. Et Dieu sait ceux qui sont nombreux. Ceux qui voulaient, ne serait-ce que qui ont mis l'idée de revoir à la hausse le prix de l'uranium, ils ont été exécutés. Bon. On sait très bien, ceux qui ont posé des questions qui sont dans l'ordre de la souveraineté de leur pays, ils ont été éliminés depuis le président, le premier président dont le nom m'échappe. Donc c'est pas ça. Le Niger veut faire les choses correctement, comme mon ami Chilou vient de nous dire, pour montrer justement que la justice s'est exprimée dans toute sa splendeur, sans utiliser les moyens que l'on condamne souvent, expéditive, n'est-ce pas, chaque fois que nous sommes face à un coup d'État militaire, surtout, et qui doit rétablir un certain ordre mafieux qui s'est installé au pouvoir. Ça se passe souvent de manière adipérite, donc avec des exécutions de manière sommaire. Ce n'est pas à ce niveau, à mon sens, que le problème de fond se pose. Le problème de fond, c'est la capacité du Niger aujourd'hui à imprimer une nouvelle marque dans sa détermination à ne plus accepter que ce qui se faisait hier et qui ne bénéficiait pas au peuple puisse prospérer. Donc à partir de ce moment-là, ce procès ne sera pas que le procès de Bazoum. Il sera le procès de toutes les pratiques mafieuses de la France-Afrique au niveau de ce pays et un exemple au niveau de toute l'Afrique. Et c'est à ce niveau-là que je pense qu'il faut qu'on soit assez attentif pour voir comment ce procès va se dérouler et surtout les motifs qui seront mis sur la table et les arguments qui seront développés de part et d'autre pour justifier la responsabilité de M. Bazoum et de ses amis dans cette autre grosse opération de pillage, de déstabilisation, d'organisation de chaos généralisé. Déstabilisation, organisation de chaos, on se souvient de ce coup de fil qu'il avait passé au président français et au secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, où il demandait à ses dirigeants, entre autres, d'intervenir militairement. Juste après les événements du 26 juillet dernier. C'est d'ailleurs l'un des chefs d'accusation retenus contre le président déchu Mohamed Bazoum. Mais dans le fond également, patient parfait d'homme, puisque vous parlez aujourd'hui peut-être d'un outil de pression, ou du moins d'un argument de pression vis-à-vis justement de ce qui se passe, vis-à-vis de ces tensions, que peut attendre le Niger après justement la levée de cette immunité.
Vous savez que le Niger a déjà fermé les vannes. Donc le pétrole ne coule plus pour aller vers ce fameux port béninois. À l'heure où nous parlons, il y a deux grands perdants dans l'affaire. Il y a le Bénin, évidemment, avec toutes les possibilités que ce pétrole offrait, non seulement au niveau des royalties qu'elle percevait en termes de commission, parce que par cette voie de transit qu'elle offre, mais aussi par les emplois, n'est-ce pas, divers, n'est-ce pas, connexes à cette exploitation de ce pétrole-là au niveau de son terminal pétrolier, de son port. Mais il y a aussi l'acteur chinois qui perd beaucoup parce que quand le pétrole commence à couler, les commandes sont déjà là. Il faut livrer. Il y a des assurances. Chaque retard au niveau de la livraison, les assurances vous l'imputent parce que vos clients, eux, ils n'ont pas de problème. Ils ont passé les commandes. Il faut qu'ils soient livrés en temps et en heure. Donc, vous voyez donc que ce n'est pas une maigre affaire. Moi, je continue d'insister sur le fait que le Niger veut aussi démontrer à ce groupe mafieux qu'ils ont aussi des leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer fortement pour obliger, n'est-ce pas, ceux qui soutiennent M. Talon, et là je suis d'accord, c'est une palissade de dire qu'il y a les groupes mafieux financés sur le plan international, dont la France qui est derrière cette affaire-là, mais c'est une manière d'exercer une pression pour leur dire, vous n'allez pas nous mener en bateau par le bout du nez, parce que nous aussi, nous avons des moyens de retaliation, comme disent les anglophones, pour taper là où ça fait mal. Donc cette affaire de procès de Bazoum risque de faire imploser complètement toute cette mafia-là qui était au cœur de l'exploitation de ce pétrole, dont je suis totalement convaincu qu'il y a eu et des passe-droits et des rétrocommissions avérées signées par le biais des avenants à ce contrat officiel que nous connaissons et qui profite à beaucoup de gens, aux Chinois, à M. Talon, à la France et à d'autres ramifications du monde de la finance internationale que nous ne maîtrisons pas. Parce que c'était souvent un montage financier pour une opération aussi importante que celle-là. N'oublions pas qu'on continue d'utiliser le franc CFA. Donc là aussi, il y a d'autres choses, d'autres cases, quand elles sont ouvertes, vous allez découvrir qu'elles sont pires que la boîte à Pandore. Donc, je pense sincèrement que quand vous avez un type comme M. Bazoum, rappelez-vous, alors qu'il n'était qualifié qu'au second tour de l'élection qui devait le porter à la présidence de la République au niveau du Niger, il y a un fait majeur qui s'est passé, qui a été opéré, et dont certains de nos téléspectateurs africains font semblant d'oublier. Il a été amené en France pendant 2 tours par le président Issoufou, présenté à M. Macron. C'était pour faire quoi? C'était pour, en chose, promettre, faire la promesse ferme que les accords antérieurs qui avaient déjà été entérinés dans le cadre de l'exploitation d'un certain nombre de richesses nigériennes, dont de ce pétrole, il les respectera. Et certainement, on lui a promis, lui aussi, des petites rétrocommissions dans ce gros business. Les Chinois vont exploiter le pétrole, mais nous, on doit avoir ci, on doit avoir ça, etc. etc. Donc, maintenant que ça tombe kazakh, n'oubliez pas que le général Tchani, il était quand même presque chef d'état-major de l'armée du Niger, donc il était au parfum de tout ce qui se tramait et tout ce qui se passait. Je vous dis que vous êtes qualifié pour aller au second tour, vous êtes 2 candidats pour le second tour. Mais entre les 2 tours, le président, lui, choisit un des candidats et l'amène en Paris. On parlait d'adoublement, mais en réalité, c'était pour qu'un certain nombre d'agendas et puis d'engagements soient pris et respectés par celui qui était, de toute façon, qui devait être le futur président de la République. Donc, c'est une véritable nébuleuse, cette mafia-là. On découvre les choses et on les attaque sur un prisme arrêté qui est réducteur par rapport à le véritable iceberg qui est caché sous l'eau et qui est une grosse nébuleuse. Et c'est souvent le cas, pas seulement pour le cas du Niger, mais le cas de pratiquement tous les pays africains, surtout ceux qui sont au sud du Sahara, où il y a cette opacité dans la gestion de nos richesses
qui aboutit souvent à des situations comme celle-là. Donc, Talon n'est que les guilles qui rappellent, n'est-ce pas, à tous les membres de ce cartel, dont aux Chinois, que attendons, attention, vous avez aussi votre devoir à faire dans cette affaire-là, oui. Parce que nous ne voulons pas tout perdre dans ce business que nous avons bien confectionné, élaboré. Il faut justement que ce qui nous revient des droits soit respecté. Donc nous sommes dans une guerre là en réalité qui ne concerne même pas les deux peuples. Les deux peuples n'ont rien à voir là-dedans, ni le peuple béninois, ni le peuple nigérien, mais des hégémons qui ont été au pouvoir, comme ça se passe toujours en Afrique, et qui, au-delà d'un contrat très important comme celui de l'exploitation de ce pétrole, se sont arrangés, n'est-ce pas, underground, de s'octroyer des formes mirobolantes oui. Dans l'exploitation de ce pétrole. Et aujourd'hui, il y a un troisième larron qui arrive, qui n'était pas mis au parfum de toute cette combine-là, et qui décide de donner de violents coups de pied à la fourmilière. C'est ça qui produit ce que vous allez constater plus tard, sera comme le scandale des accords, des contrats de l'exploitation du pétrole du Niger. Voilà. Le collectif d'avocats internationaux du président de Chine, Mohamed Bazoum, promet d'ailleurs de ne rien lâcher. Mais alors, rien, et entre autres, souligne de BD, ou du moins de poursuivre des actions auprès notamment de la justice, de la CEDEAO, ou notamment le dépôt d'une plainte auprès notamment du groupe de travail des Nations Unies a également été effectué il y a quelques mois. La condition, elle est simple pour ce collectif d'avocats internationaux du président de Chine, Mohamed Bazoum. Il faudrait que ce dernier soit libéré sans délai, aux côtés notamment de son épouse. Si on se maintient justement dans ce lien que vous avez établi, M. Cheilou, tout comme patient parfaitement à la situation géopolitique, voire géoéconomique de la sous-région, vers quoi se dirige-t-on aujourd'hui, avec notamment cette levée de l'humilité du président de Chine, Mohamed Bazoum? Avec cette levée d'immunité, le président Bazoum devient un citoyen, comme tous les Nigériens, justiciable, et qui doit répondre devant la justice des faits qui lui sont reprochés. Il faut rappeler que les motifs de son accusation sont assez sérieux. On parle d'atteinte à la sûreté de l'État, de haute trahison, d'apologie et de financement du terrorisme. Et nous savons que le terrorisme est au cœur de toute la problématique sécuritaire qui endeuille, tue, blesse, viole, n'est-ce pas, les pays sahéliens. Donc de ce point de vue, M. Bazoum a très peu de chances de s'en sortir, vu les preuves accablantes qui sont amoncelées contre lui. C'est vrai qu'il est soutenu par l'OTAN dans cette forme de prédation où l'Afrique est comme un terrain vierge. On vient faire n'importe quoi, on crée le chaos et on utilise les Africains contre les Africains comme dans une jungle. Donc, cette façon d'agir, eh bien, ce procès va mettre fin et qui va envoyer des signaux assez sérieux à tous ces dirigeants qui continuent à servir de cinquième roue de la carrosse à ce dispositif de prédation occidentale qui a endeuillé l'Afrique, qui a génocidé l'Afrique, 400 ans d'esclavage, 200 ans de colonisation, après qu'ils ont découvert que la machine outil et que, bon, voilà, le bras valide de l'homme africain n'est plus profitable. Et ce dont on a besoin, c'est les ressources du continent. Ils sont revenus, ils ont créé le système de la colonialisation. Et ça a finalement s'est muté en néocolonisation avec des présidents vassaux qui continuent toujours à servir un peu de chef de Saint-Zala pour leur peuple. Donc ce système-là, c'est ça qui est mis en procès aujourd'hui à travers le procès Bazoum, puisque Bazoum est le prototype le plus abouti de ce système, une forme d'aliénation personnelle jusqu'à traiter ses propres citoyens de sauvages qui ne sont pas parce qu'ils ont plusieurs enfants, etc. Donc c'est seule la ville, si je dois quelque part reprendre un peu ce qu'il a dit, et que c'est la ville de Niger seulement qui est civilisée, les autres ne sont pas, c'est pas civilisé, ou encore que son armée ne peut pas être à la hauteur
n'est-ce pas, des terroristes. Donc tout ça, ils doivent l'expliquer devant le tribunal, devant le peuple nigérien. De toute façon, il n'est pas seul. C'est tout un système autour de lui, comme vient de le dire le doyen Parfendom. Et donc, c'est le procès de toute la mafiosie, de toute la France-Afrique, de tous ces intérêts mafieux qui continuent de faire de l'Afrique un pays de sous-hommes, un pays dont ce dont on a besoin, c'est tout simplement les ressources. Les Africains, ça n'intéresse personne. C'est des enfants attardés qu'on peut manipuler, trimballer en fonction des intérêts des Occidentaux. Tout ça est fini. L'Afrique se réveille, le lion rugit, l'AES a donné le là. Je pense que c'est toute l'opinion africaine, c'est tous les Africains, c'est tout le panafricanisme qui renaît d'une certaine manière après tous les coups de boutoir quand on a essayé de lui donner pour l'assassiner. Eh bien, c'est le panafricanisme porté par des nationalistes comme Parfendon depuis des années et d'autres qui ont souffert, qui ont payé de leur carrière, de leur santé, de leur vie pour ce combat. Eh bien, c'est tout ce combat aujourd'hui qui renaît, de toute cette de tout ce chemin de croix, et c'est ça qui donne l'espoir à l'Afrique de demain. Et donc, ce procès là sera attendu. Ça va être un procès historique. On espère que ça ne va pas être quelque part évacué et qu'on mettra tous les dispositifs pour en faire une pédagogie qui va rester historique, qui va rester un classique. Quand on est président dans un pays africain, c'est pour défendre l'Afrique, c'est pour défendre ses citoyens. Ce n'est pas pour vendre son pays au service des intérêts des Occidentaux. Je crois que le président Tchani va, en tout cas son gouvernement, vont laisser une marque indélébile dans l'histoire de l'Afrique. Ça va devenir une référence pour que les générations futures, en tout cas tous ceux qui sont encore nourris au lait de cette forme de vassalité, doivent changer de logiciel, élever leur conscience d'aliénation, briser, n'est-ce pas, ces chaînes d'aliénation pour aller vers une rupture, celle de défendre l'Afrique, de faire en sorte que l'Afrique puisse également micro est désactivé, Monsieur Chédou, de ses biens et de ses intérêts pour l'ensemble du continent africain. Il est donc passé d'un statut de président de la République à justiciable. L'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, dont l'immunité a officiellement été levée ce 14 juin 2024, notamment du côté de Niamey. Après 2 reports, la Cour d'État du Niger a donc procédé à la levée de cette immunité, ouvrant ainsi la voie à des poursuites judiciaires contre l'ancien chef de l'État, on le rappelle, accusé de trahison, de complot contre la sûreté de l'État, d'apologie, mais également de financement du terrorisme. Un autre message, certainement avant d'aller au standard, celui envoyé notamment par la dirigeante du G7. Monsieur Marc nous rejoint à l'instant. On a failli passer, ou du moins prendre sans transition la deuxième thématique. Mais Marc nous rejoint justement à l'instant au standard. Vous êtes avec nous ce soir une fois de plus, comme d'habitude. Marc, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, M. Passandom. Bonsoir à M. Chelou Lawson. Et bonsoir à tous les auditeurs, les techniciens, surtout le call center. Je voudrais leur dire bonsoir. Ce que je voudrais dire à propos du problème de M. Bazoum, c'est que M. Bazoum réellement a trahi le peuple nigérien. Par cette déclaration d'abord, en disant que son armée est faible par rapport aux terroristes, mais c'est une trahison. Il ne veut même pas protéger le peuple. C'est-à-dire que il a livré toute l'étendue du territoire nigérien aux terroristes et leurs suppôts. Regardez ce pays-là où tout le monde disait que c'est un pays pauvre. Et sur l'échelle même de la pauvreté, ils étaient plus bas. Or, c'est un pays riche. Un pays qui a de l'uranium, qui a du pétrole, qui a de l'or, du diamant et toutes les autres richesses.
ne peut pas être un pays pauvre. Et regardez, ça dit son acquaintance avec M. Talon. Si vous écoutez même les amis de M. Talon, un certain Rodriguez, si vous regardez, il avait même fait, je veux dire quoi, une interview en son temps à New York. Moi, j'ai écouté ça sur YouTube. Mais M. Talon, c'est un monsieur qui est dans un cartel de mafia. En prenant même toutes les ressources, même milliardaires qu'il a, ces milliards sont des milliards de faux. Il a volé. Pourquoi la dernière fois il a arrêté M. Passandon vient de l'expliquer et je soutiens en tout cas tout ce qu'il a dit. Pourquoi la dernière fois il a arrêté ceux qui étaient allés pour contrôler tous les barils qui devaient passer? Mais c'est parce que il a voulu flouer les autorités nigériennes tout en faisant de telle sorte qu'ils ne sachent pas combien de barils les Chinois vont prendre. Et les Chinois même, je ne sais pas si les Chinois eux-mêmes ne sont pas complices de cette situation. Moi, je crois que le Niger doit faire très attention, en tout cas, à ces nouvelles relations avec la société qui est en train de gérer, qu'on appelle ce flux pétrolier là-bas au Bénin. Si les gens ouvrent les vannes encore, il faut même mettre, ce que je veux dire quoi, mettre un compteur là-bas au Niger, mais pas au Bénin, pour savoir combien de litres de pétrole passent par jour. S'il ne veut pas que les gens viennent contrôler, c'est parce que M. Talon a fait une complicité avec M. Bazoum afin de pouvoir voler le pétrole du Niger. Merci à vous, Marc. Et je soutiens. C'est du vol organisé. Même tous les pays de la CEDEAO sont dedans. C'est-à-dire Ouattara et autres sont tous dans ce vol. Merci à vous, Marc. Voilà. Merci. On va essayer de donner la parole à d'autres téléspectateurs. Merci à vous d'avoir appelé, mais surtout d'avoir contribué, d'avoir participé à cette émission du point sur l'actualité. Au standard, on prend un autre appelant. Allô, bonsoir à vous. Est-ce que vous nous recevez? Oui, j'appelle depuis la Côte d'Ivoire. Concernant M. Bazoum, voilà, désormais, je pense que n'est-ce pas, de la prison, de la justice, parce que c'est des hommes qui ont trop pillé l'Afrique. Et nous, les Africains, nous souffrons trop. On ne peut pas vendre les ressources de l'Afrique, alors que nous, les fils dignes de l'Afrique, nous sommes esclavagisés. Alors aujourd'hui, si l'immunité présidentielle de M. Bazoum est enlevée, je pense que c'est une bonne nouvelle, non seulement pour le Niger, mais pour toute la sous-région. Voici que les terroristes sont passés par là et ils ont fait des victimes. Alors, qui serait l'avocat de ces hommes? Voilà, donc nous vous félicitons et nous encourageons le régime qui est en place, en fait que justice soit vraiment faite, mais seulement nous demandons aux dirigeants d'ouvrir large les yeux pour ne pas désormais que les ressources de ce continent-là soient bradées à des aventuriers. Je voudrais parler de la France, de l'Amérique, de tout ce que nous savons. Alors je vous remercie et bonne émission. Merci à vous. Quel message derrière la levée d'immunité de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, désormais justiciable, accusé notamment de complot contre la sûreté de l'État, de haute trahison, mais surtout d'apologie, voire de financement du terrorisme. Monsieur Sidi, vous nous rejoignez à l'instant. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, Foyer Vision. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de Foyer. Bonsoir, patient, Papa, Ndom, le vieux sage.
les interventions. Je fais mienne aujourd'hui à 100%. Merci pour cette clairvoyance et pour le suivi régulier. Mon frère Nguéné, merci pour tout ce que vous faites pour ce panafricanisme. À tous les techniciens, je vous salue, mes respects à vous, Adrien. Lorsque j'ai fini de dire ça, Monsieur Nguéné, permettez-moi de vous dire très clairement que le sort des mauvaises herbes est d'être brûlé. Lorsqu'on rentre en concubinage incestueux avec les forces du mal et l'ennemi de la terre de ses ancêtres, le sort qui nous reste à soumis, c'est, comme on appelle, la mort, la liquidation. Parce que, comme le disait l'écrivain congolais Guy Menga dans la marmite de Koka Mbala, à travers le roi Ben Samou, lorsque on commet un crime pareil, on t'amène à une place publique qui n'est rien d'autre que le jugement, où tu sers d'exemple pour tous les autres. Donc c'est de ça il est question aujourd'hui. Je ne suis pas, qu'on appelle, ce n'est pas quelqu'un, un panafricaniste sérieux, on va expliquer qui est Bazoum, qu'est-ce qu'il a fait contre l'Afrique, qu'est-ce qu'il a fait contre, comme on appelle, le Niger. Je ne veux même pas revenir dans cette histoire qui nous rappelle vraiment le noir avec le Mali, où il entretenait, engraissait, armait, renseignait les terroristes pour qu'ils puissent attaquer le Niger, aujourd'hui le Niger, le Burkina et le Mali. Et c'est connu de tous. Mais écoutez, ce sont les êtres humains qui sont morts. En Afrique, il ne faudrait pas qu'on oublie. C'est pourquoi les gens récidivent. La récidivité vient à cause de l'impunité. Donc lui, il va servir de cobaye, d'exemple. Il y en a, même s'ils vont se mettre dans cette entreprise, ils seront en train de regretter. Et ils ne vont même pas s'y mettre. C'est pourquoi j'encourage le général Tchani à aller jusqu'au bout. Sans oublier bien sûr ceux qui, c'est parce que ce n'est pas Bazoum seul, hein, ceux qui sont tout autour de cette affaire au Niger et un peu partout, M. Nguéné. Parce que cette histoire, c'est une histoire très profonde, très sérieuse, qui mérite d'être scrutée jusqu'à la dernière, qu'on appelle, jusqu'au dernier détail. Et il faut pourchasser tous ces criminels au service de l'Occident jusqu'à leur dernier retranchement, comme le disait Idriss Déby, jusqu'à leur dernier retranchement. En ce qui concerne le problème entre le Niger et le Bénin, mais tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait très bien ce qui se passe. Et il faut reconnaître qu'on sait qui a raison et on sait qui a tort.